Voilà, c'est vrai qu'on entend plein de choses. Il y a les sifflements et il y a aussi effectivement les rafales des Ukrainiens qui tentent d'abattre les drones. On vous expliquera tout à l'heure d'ailleurs qu'il y a une procédure. Magali. Et on entend bien il y a une espèce de bruit de moteur qui Ouais. arrive. Et à ce moment-là, les Ukrainiens, les habitants de Kiev lèvent les yeux au ciel et cherchent le drone. Et en effet, on entend ces rafales parce que les policiers, notamment qui sont armés, cherchent à abattre les drones. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui parce que les Ukrainiens ont réussi à abattre, c'est ce qu'ils disent en tous les cas, près d'une quarantaine de ces drones kamikazes. Mais il faut bien imaginer la pression, la tension que ça met dans cette ville de Kiev qui, encore une fois, jusqu'à la semaine dernière, se sentait assez loin finalement du front même de la guerre et qui là a cette menace permanente au-dessus de la tête avec ces drones kamikazes dont on ne sait pas où ils vont aller s'abattre. Donc il y a vraiment des mesures immédiates pour aller se mettre à l'abri. Mais le but, c'est vraiment de terroriser, d'essayer de briser le moral, de casser le moral de ces Ukrainiens qui ont maintenant cette menace permanente au-dessus de leur tête. Aucun but militaire, strictement militaire, général, juste créer la terreur au sein de la population? Ce qu'on voit là, enfin en tout cas, il faut regarder quels objectifs ont été frappés. Ces drones, ils fonctionnent sur des coordonnées GPS, c'est-à-dire qu'on rentre leurs coordonnées et après, ils ont un vol autonome, c'est ce qu'on appelle des munitions rôdeuses. C'est-à-dire que, et après, elles vont frapper les coordonnées qu'on a rentrées. Donc, tout dépend du renseignement dont on dispose et de la qualité du renseignement. Si on rentre des coordonnées GPS d'un objectif militaire, ça peut avoir du sens. Maintenant, on est au centre de Kiev. Je doute qu'il y ait beaucoup d'objectifs militaires. Je pense que l'armée ukrainienne elle est largement déployée sur le terrain. Et donc, oui, ça peut être une arme de terreur, comme vous le dites très justement. On ne sait pas d'où ça vient et à quel moment ça arrive. Voilà, donc ça a quand même un effet assez sidérant sur tout le monde qui se demande à quel moment ou si lui va être frappé, quoi. Il y a des infrastructures quand même, notamment électriques, qui semble-t-il ont été touchées, Didier. Oui, alors les infrastructures électriques sont visées depuis les frappes qui ont commencé, disons, il y a une semaine, hein, depuis les frappes de représailles, entre guillemets, à l'explosion sur le pont de Kerch en Crimée. Rappelons néanmoins que les centrales électriques et les cibles ne sont pas des cibles militaires. Et c'est même d'ailleurs interdit, normalement, de taper sur les centrales électriques. Autant cibler un pont sur lequel passe du matériel militaire, même si c'est une infrastructure civile, c'est autorisé par le droit de la guerre. Autant frapper une centrale électrique, c'est interdit parce que c'est s'attaquer aux populations civiles. Après, sur ce drone, là, ce qui est intéressant, alors, toute proportion gardée, c'est un drone qui, effectivement, on ne sait pas trop bien où il va, donc il est difficile de l'intercepter en amont. En revanche, il n'est pas rapide. Il fait du 185 km/h. C'est pas énorme. Et le bruit qu'on entend, étonnamment, c'est un moteur qui est un peu le même moteur que la Volkswagen Coccinelle à l'origine, mais c'est pour de vrai, hein, pas de bêtises. Ouais. Et il n'a pas non plus une énorme charge, c'est 40 kg de charge explosive, c'est déjà. Et donc en fait, il est assez facile à abattre. Alors évidemment, si on a un missile anti-aérien porté à l'épaule, parce que là pour le coup, on le met sur le moteur et une fois que c'est lâché, que le missile est bien loqué dessus. Alors c'est embêtant quand on a des immeubles, mais sur des avenues, c'est faisable. Et puis, l'air de rien, c'est ce qu'on voit, en fait, on peut l'abattre avec un peu de chance, et surtout si on fait une espèce de boule de feu, c'est-à-dire si on tire beaucoup de rafales à la Kalachnikov ou autre chose devant. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit que les policiers se mettent en ligne et lâchent leur chargeur. L'idée étant d'essayer de faire une espèce de mur de feu. Ouais, de mur de feu. Voilà. Et justement, c'est explicité, figurez-vous, aux Ukrainiens. Vous allez le voir. D'abord, quelques informations donc, sur ce fameux drone. Ce que vous nous disiez, sa vitesse de 180 km/h, ce qui est relativement lent pour un appareil de ce type, une portée de 2000 km. Et il y a aussi le prix, $20 000. Alors ça, évidemment, ce n'est pas complètement anodin par rapport aux missiles de croisière. C'est un argument, évidemment, qui porte au Kremlin, parce que $20 000 l'exemplaire, alors que... évidemment, un missile de croisière coûte beaucoup plus cher. C'est vrai que c'est un peu... c'est une arme qui a un effet, en plus, on l'a vu, d'intimidation. Mais en plus, c'est vrai que ça coûte bien moins cher que d'autres armes. Et donc, le Kremlin en a commandé, manifestement, des dizaines, voire des centaines aux Iraniens. C'est une arme qui est bien moins sophistiquée que, par exemple, le drone turc, le Bayraktar, dont on a beaucoup entendu parler, c'est pas du tout qui n'est pas du tout... Voilà, là, on est sur
sur un drone qui fait à peu près l'envergure de la table autour de laquelle on est, qui vole en effet à basse altitude, qui est moins sophistiqué, qui est donc beaucoup moins cher et qui est kamikaze. Donc en fait, il se détruit, il ne revient pas à sa base, à la différence du drone turc qui est bien plus un petit avion. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que sur les 20 000 $, c'est surtout qu'à la limite, on peut imaginer que l'armée russe puisse encore s'offrir des munitions en grand nombre, mais encore faut-il avoir les composants pour les construire. Là, vous avez une arme qui est d'une rusticité absolue. Je veux dire, il faut juste un autodirecteur GPS et puis voilà. Et après, ça part. Donc la technicité ou la technologie, d'ailleurs, c'est fabriqué par des Iraniens qui sont sous sanctions extrêmement sévères depuis plusieurs années. Donc on voit bien que c'est pas quelque chose qui fait appel à la haute technologie. Donc c'est reproductible. La deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que comme vous pouvez en acheter beaucoup, vous pouvez les utiliser de façon massifiée. C'est-à-dire que là, bon, on a vu qu'il y en a quand même une trentaine qui sont tombés aujourd'hui, mais vous pouvez en 1 heure en faire tomber 200. Et donc, ce que disait tout à l'heure Didier François en disant, finalement, si on a une arme, un manpad, ce qu'on appelle un manpad, c'est-à-dire un missile antiaérien portable, on peut les tirer, mais en fait, vous tirez le premier. Mais pas les autres. Et après, vous vous épuisez à tirer les autres. Donc, ce qui vous reste, effectivement, c'est un peu la lutte anti-aérienne du pauvre qui consiste à faire un mur de feu, mais qui fonctionne. Et justement, parce que le manpad est plus cher aujourd'hui, les manpads que le drone américain, que le drone. Ouais. Donc, justement, d'après le maire, 5 drones seulement ont touché leur cible sur la trentaine qui ont été lancés sur Kiev. De nombreux drones ont pu être interceptés par des tirs, ces fameux tirs qui sont tirés depuis les rues de la ville, comme sur cette séquence. Regardez. Oui, c'est le vert. Et voilà, celui-là n'a pas pu être intercepté. Évidemment, il a fini par exploser. Effectivement, la population, elle est sensibilisée à ces questions. Il y a une fiche qui a été envoyée aux habitants pour leur expliquer ce qu'il faut faire. On va voir le format de cette fiche et les instructions très précises qui sont données. Magali, on dit aux habitants, il faut tirer de façon massive dans la suite de la trajectoire du drone pour créer une espèce de mur. Oui, pour créer ce dont vous parliez, un mur de feu qui permet voilà, une nuée de balles. Voilà, tirer pendant 1 à 12 secondes sur un point fixe situé en avant de ce que vous pensez être la trajectoire du vol du drone, afin qu'il traverse une nuée de balles. Et à ce moment-là, en effet, il y a une chance de pouvoir l'abattre. Et ça, ce sont vraiment des instructions qui sont diffusées par les autorités ukrainiennes à destination même de tous les Ukrainiens. Il n'y a pas que la capitale qui a été touchée aujourd'hui par ces drones. C'est plusieurs régions et plusieurs points, notamment de centrales électriques dont vous parliez, avec des répercussions sur une centaine de localités qui, pendant un certain temps, ont été privées d'électricité. Et la terreur pour l'ensemble de la population, comme ici à Kiev où se trouvent Marie-Hélène Méli et Sacha Houlier, qui sont allés sur le lieu d'un des bombardements et qui ont rencontré plusieurs habitants. Ils nous racontent ce qu'ils leur ont dit. Nous avons discuté avec un homme qui vit dans l'immeuble en face de celui qui a été attaqué. Et il nous a confié que oui, il vivait la peur au ventre, mais qu'il devait s'y habituer car il était hors de question pour lui de quitter la capitale et qu'il devait travailler ici à Kiev. Nous avons sur le chemin pour arriver ici, sur le site de l'explosion, vu des Ukrainiens qui s'étaient réfugiés dans un parking quand la sirène d'alerte a retenti. Je peux vous dire que ça n'arrivait jamais quand nous étions à Kiev en juillet et en août. Les Ukrainiens ne tenaient pas compte des sirènes d'alarme, preuve que l'atmosphère a totalement changé dans la capitale. Et c'est peut-être ce sentiment de peur que Vladimir Poutine voulait créer en frappant de nouveau la capitale et montrer aux Ukrainiens qu'il n'y avait plus aucun espace de leur territoire où ils pouvaient se sentir en sécurité. Et pourtant, merci beaucoup Marie-Hélène, et pourtant, dans l'esprit de Vladimir Poutine, on est encore très très loin des frappes massives. Écoutez. Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно. Вот они взяли в свое время. В Крыму проживает 2,5 миллиона человек, да? 2 400.
Сейчас другие задачи стоят. Нет необходимости в массированных ударах. Но во всяком случае сейчас, пока. Voilà, ensuite on verra. Il laisse, ouais, ça, il laisse planer la menace. Hein. Oui, clairement. Enfin voilà, les mots employés sont assez clairs. Et alors après, est-ce que c'est comme d'habitude avec Vladimir Poutine, il y a beaucoup de menaces, mais là même sur l'utilisation des drones, et c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être une volonté effectivement d'essayer. Ça ressemble quand même beaucoup plus au Blitz de Londres avec les V1 qui tombent, parce que là aussi, il ne les a pas utilisés de manière extrêmement massive à un endroit. Il a plutôt décidé de saupoudrer les frappes partout pour justement menacer l'ensemble du territoire. Je ne pense pas que ça ait particulièrement atteint le moral des Ukrainiens, si ce n'est qu'au contraire peut-être remonter un peu leur radicalité à vouloir vaincre. Mais on ne sent pas, parce que ce qu'expliquait le général de Saint-Quentin tout à l'heure, ils auraient pu effectivement tenter de saturer les défenses aériennes en disant, OK, bon, on a 200 drones, au lieu on va les envoyer avec 1 minute chacun derrière les uns les autres sur des objectifs très très proches et là, ils auraient eu un effet militaire. Typiquement, si vous voulez casser une centrale, ils auraient décidé de choisir de rentrer les coordonnées de la centrale dans 50 drones qui s'abattaient à peu près. Là, c'était très difficile à arrêter. C'est pas ça qu'ils ont choisi de faire. Donc on voit bien que dans leur tête, il y a une stratégie qui n'est pas une stratégie d'efficacité militaire. C'est pas ça qu'ils recherchaient en tout cas. Général. Oui, bon, deux choses. D'abord, je pense qu'une fois de plus, Vladimir Poutine fait référence aux armes de destruction massive. Très clairement, je pense que c'est ça qu'il dit, parce que bon, il ne pense pas à la Tchétchénie ou à la Syrie, où des villes étaient pratiquement rasées sous les bombes. Je ne sais pas s'il a encore beaucoup de moyens de faire des frappes massives conventionnelles. Voilà, bon. Mais ça, c'est une pure interrogation. Je pense que, comme il l'a fait au mois de septembre, dans son discours, il ne prononce pas les mots, mais je pense qu'il y fait référence. La deuxième chose, c'est sur l'emploi de ces fameux drones. À partir du moment où vous rentrez une coordonnée GPS dedans, vous ne pouvez pas tirer sur une cible mobile. Parce que le temps que surtout si vous tirez de loin, le temps du trajet du drone, si votre cible a bougé, bon, typiquement sur un front qui évolue beaucoup, si vous voulez cibler l'artillerie adverse, ça sert à rien. Ça sert à rien. En tout cas, il ne faut pas que la pièce d'artillerie que vous avez repérée, si tant est que vous êtes capable de la repérer, et dont vous avez rentré les coordonnées GPS et bougé. Par contre, effectivement, on pourrait imaginer qu'il l'utilise sur des objectifs militaires un peu plus fixes, comme notamment les défenses solaires. Voilà, il pourrait saturer les défenses solaires avec des drones. Voilà, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le choix qui a été fait. Il y a aussi une interrogation sur ces drones, Magali, c'est que l'Iran nie avoir vendu des armes dans ce conflit. Pourquoi l'Iran dit-elle ça alors qu'elle est déjà de toute façon sous le régime de sanctions? On l'a rappelé il y a quelques instants. Regardez ce que dit le chef de la diplomatie. L'Iran n'a pas fourni, ne fournira aucune arme destinée, etc., etc. Volonté d'entretenir l'ambiguïté, mais ces drones, ils sortent d'une entreprise, comme vous le disiez, qui est une entreprise iranienne, qui est parfaitement identifiée et qui est en effet sous le coup de sanctions occidentales. Et puis les Iraniens, ils ont déjà utilisé ces drones-là, hein, notamment contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite ou dans le conflit au Yémen. Donc il y a vraiment, il y a quand même une marque iranienne derrière ce drone. Aujourd'hui, il était question de drones, mais aussi que l'Iran puisse livrer des missiles de croisière aussi à la Russie, ce qui montre à quel point, en effet, Vladimir Poutine manque d'équipement, manque de munitions. Ça irait en tous les cas dans ce sens-là. Pas de munitions, ça ne l'empêche pas de continuer les combats dans toutes les zones de front, et notamment un secteur dont on vous parle depuis plusieurs semaines et qui est en évolution constante jour après jour, c'est le secteur de Kherson, ici dans le sud du pays, pas très très loin de la Crimée. Où en sont les combats? C'est très difficile à dire parce que les Ukrainiens ont stoppé toute communication. Il y a un blackout depuis quelques heures maintenant. On ne sait pas trop comment l'interpréter. Peut-être vous avez une théorie les uns les autres, mais en tout cas, ce qu'ils le disent, les Ukrainiens, c'est que les Russes ont commencé à évacuer leurs institutions politiques et financières. Écoutez. Les occupants intensifient les mesures de filtrage dans la région de Kherson et ont commencé le processus d'évacuation des institutions dites étatiques. Selon les informations disponibles, les employés et les biens des banques et des fonds de pension sont transférés de Kherson au territoire temporairement occupé de la Crimée. Alors c'est vrai qu'on n'a plus d'informations, Didier, mais que sait-on malgré tout de ces évacuations qui avaient été annoncées en fin de semaine dernière?
Alors, les Russes, déjà, celui qui avait commencé à demander les évacuations, c'était le proconsul russe de la ville de Kherson qui avait appelé à la Russie, à Vladimir Poutine, pour l'aider à évacuer d'abord les habitants, les civils. Mais pour une raison simple, c'est que les capacités de frappe ukrainiennes par l'artillerie se rapprochent de plus en plus de la ville. Et ça, sur deux axes. Hein. Alors, il y avait au sud, vous voyez bien, la partie bleue, là, en venant le long de la mer d'Azov, en fait, hein, de la mer de Noire, qui vient de Nikolaïev. Et surtout, là, ça se rapproche, alors pas de Kherson directement, là, il y a encore 140 km. Le nord, il y a depuis hier, effectivement, une grosse offensive militaire qui est en cours. Il y a des gros combats. Les Ukrainiens ont décidé de ne plus communiquer en ce moment tactiquement sur ce qu'ils faisaient. Les Russes essayent de renforcer. Vous savez, si on remet la carte, on voit, ils sont en train d'essayer de créer une nouvelle ligne de front, voilà, entre Novogri-Rivka là et Milovier. Vous voyez la ligne rouge, c'est là où ils essayent de renforcer une ligne de défense à cet endroit-là. Et les Ukrainiens et ils essayent de contre-attaquer légèrement le long du Dniepr. En fait, les combats sont intenses. On ne sait pas encore de quel côté ils vont tomber, mais ça se bat dur. Comment interpréter militairement cette évolution générale de Saint-Quentin et notamment le blackout sur les informations? Est-ce que c'est effectivement le signal que des combats âpres se déroulent en ce moment dans cette zone? Certainement. Et je pense qu'ils imposent également à leurs soldats de ne plus communiquer, notamment par le biais des réseaux sociaux et autres, ou même téléphoner à leur famille. Je pense que là, aujourd'hui... ça veut dire qu'ils font... Parce qu'en fait, jusqu'à présent, ils ne l'avaient pas tellement fait. En tout cas, ils n'avaient pas annoncé qu'ils le faisaient. Voilà, et donc, on peut imaginer qu'effectivement, ils sont en train de faire peser leur effort. Moi, ce qui me frappe quand on voit les images, c'est qu'il fait quand même très, très beau. Que le terrain a l'air encore très, très sec. C'est-à-dire que les pluies d'automne n'ont probablement pas beaucoup commencé. Et j'ai fait une petite vérification pour Evo Caché avant de venir en plateau. Il va continuer à faire... Il fait à peu près le même temps qu'en France. Hein. Il fait très doux en ce moment en Ukraine. 20 degrés, ouais, exactement. Une vingtaine de degrés et pas beaucoup de pluie, un petit peu de temps en temps. Mais leur calcul, c'est qu'il leur reste 2 semaines de beau temps qu'ils pourraient exploiter. Il faut savoir que de la part des Ukrainiens, vous voulez dire? Oui. Et les Russes font un effort énorme pour renforcer la fameuse ligne dont je vous parlais là. Et alors, comme les ponts, comme vous le savez, sont cassés et sont sous le feu, il y a depuis une semaine une vraie bataille de renseignements et de mouvements où les Russes essayent de faire traverser des renforts et du matériel pour alimenter leur front avec des barges et qu'ils essayent de déplacer de différents endroits. Les Ukrainiens essaient de les repérer et de les couler. Donc ils ont même montré que les Britanniques leur avaient fourni un petit drone sous-marin qu'ils utiliseraient sur la rivière là pour essayer d'aller taper des barges. C'est pour dire qu'avant qu'ils ferment la communication, on voyait bien que tout le monde se préparait à cet affrontement, à ce choc. Voilà. En tous les cas, si ça se confirme, cet ordre d'évacuation même des administrations publiques donc pro-russes à Kherson, c'est quand même bien le signe que la panique est en train de monter pour l'administration pro-russe qui s'est mise en place dans cette ville, qui, il faut le rappeler, a été quand même annexée officiellement par la Russie il y a moins de 2 semaines, où l'administration, justement, a mis tout en œuvre pour russifier cette zone, avec le paiement en roubles, les passeports russes délivrés aux habitants. Donc, si vraiment ces gens-là sont en train de passer le Dniepr de l'autre côté pour se rapatrier côté Crimée, voire dans les autres oblasts contrôlés par la Russie, c'est quand même le signe que la pression est en train sérieusement de monter dans cette zone. Il y a une fébrilité qu'on sent et il y a un événement dont on a pas mal parlé à Kherson ces derniers jours. C'est l'histoire du chef d'orchestre de la ville qui devait, pour l'administration pro-russe, organiser, superviser un concert dans cette ville de Kherson. Il a refusé. Et il a été retrouvé mort chez lui, abattu par l'administration, par les pro-russes. Ce qui fait beaucoup réagir. C'est vraiment le signe de cette résistance aussi qu'on voit à l'œuvre dans cette ville de Kherson. Vous savez, il y a tout un réseau de partisans dont on a beaucoup parlé, avec des actes de sabotage. Mais voilà, le cas de ce chef d'orchestre, c'est vraiment le symbole de la résistance de cette population ukrainienne
à cette occupation. Les 15 jours de météo relativement douce peuvent permettre aux Ukrainiens de faire la différence dans cette région stratégiquement ou pas, général? Là, c'est un peu difficile de se prononcer parce qu'on ne sait pas exactement quel est le dispositif russe. Je pense que oui, et je pense que c'est leur intention, c'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour percer. Hein. Parce que d'abord, ils ont une victoire sur le théâtre qui est majeure. Et, il faut garder la dynamique. Ah oui, ils gardent la dynamique, ils profitent du créneau qu'il leur reste de beau temps, et ils sont en position très favorable après, hein, puisque Kherson, comme vous l'avez longuement souligné, c'était quand même un gain. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable de voir que les Russes, malgré les canons et les chars qui sont à la porte de Kherson, voulaient absolument qu'il y ait un concert pour garder les apparences de normalité, quoi. Voilà, mais oui, je pense après, le fait qu'on n'ait plus d'images et qu'on ne sache pas grand-chose du dispositif ne rend pas très facile l'analyse, mais je pense qu'ils doivent y croire. Ouais. Mais, je pense qu'il y a vraiment un enjeu fort, pour une raison simple, c'est que Kherson, dans la tête des Russes, pourquoi ils veulent le garder absolument? Et surtout qu'il y a eu un bras de fer, hein, on le sait, hein, entre des militaires qui disaient, attendez, ce sont des positions qui demandaient la possibilité de reculer sur des positions plus facilement tenables, et que ça leur a été refusé pour des raisons politiques. On sait bien que Kherson, comme c'est à l'ouest de la rivière Dniepr, qui est vraiment la grosse coupure, le gros fleuve qui sépare l'Ukraine en deux, si la Russie repasse à l'est du fleuve, c'en est terminé, ça sera très compliqué pour eux de repasser sous le feu ukrainien, alors que désormais les Ukrainiens ont des armes occidentales, ont reconstitué leur capacité de renseignement, de frappe, etc. Ça leur sera très difficile de repasser à l'ouest pour ensuite attaquer Odessa. Comme vous le voyez, Kherson, c'est l'ouverture pour prendre ce qui leur reste sur la mer Noire. Ça veut donc dire que dans la tête des dirigeants politiques russes, il y a toujours cet objectif à terme d'aller s'emparer de la côte de la mer Noire, de la côte ukrainienne. Et les militaires leur disent, écoutez, honnêtement, c'est difficile de tenir parce qu'ils prennent un gros risque. Hein. S'il y a 20 000 hommes dedans qui finissent par se faire coincer et qui sont obligés de se rendre, ça va faire vraiment, vraiment désordre. Donc on voit bien, l'enjeu est énorme. Et c'est pour ça que les Ukrainiens mettent le paquet et font très attention à ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle, c'est-à-dire le fait de ne pas communiquer leurs mouvements tactiques et les évolutions quotidiennes sur le terrain. Je vais vous montrer deux images qui se déroulent dans cette région de Kherson et qui en disent long sur les intentions des uns et des autres. Là, ici, par exemple, c'est une image de propagande russe. Vous voyez des Russes qui s'entraînent comme si de rien n'était. Voilà, tout va bien. Ici à Kherson, avec des troupes parfaitement équipées et prêtes au combat. Et puis une autre image qui, elle, a été diffusée par les Ukrainiens, qui est une image de reddition de soldats russes, justement. Et vous allez voir l'intensité de ce moment et l'extrême nervosité, surtout, du moment où les Russes se rendent. Ой, блядь. Voilà, il n'y a pas besoin de trop dire. On entend évidemment en général l'extrême nervosité, les cris de part et d'autre, les tirs qui se partent en rafale. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore 10 minutes, ils se tiraient dessus. Donc il faut voir l'intensité qu'il peut y avoir dans ces moments-là dans la tête des soldats, d'une part. D'autre part, on ne sait jamais si ce n'est pas une manœuvre de la part de l'adversaire. Soit il y en a un qu'on pousse devant et éventuellement derrière, il y a des gens qui vont tirer au moment où vous allez sortir pour récupérer les prisonniers. Donc il y a tout cet ensemble de choses qui créent effectivement beaucoup de nervosité. Je dirais que l'avantage dans le cas présent, c'est qu'ils parlent tous la même langue. Oui. Ruki, biat ruki, c'est tes mains, putain. Bien visible. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, mais il y a quand même quelques images. Et puis surtout, il y a nos reporters, nos équipes qui sont sur place. Vous allez voir le reportage maintenant de Thomas Misraki, qu'il a tourné avec Axel Charles Messens et également Lucas Lassalle et Kostya Yaramenko. Ils sont allés sur une zone d'où les Russes sont partis quelques jours ou quelques heures plus tôt. Ils viennent de partir, ils ont abandonné beaucoup de choses derrière eux. Regardez. Aux abords des routes que nous empruntons, par dizaines, des restes de véhicules russes calcinés. Un peu plus loin, ces tranchées. Il y a 10 jours, des soldats russes y vivaient encore. Certains y sont restés. Dans ce trou,
une tombe a été creusée. C'est ici que vivaient les soldats qui ont enlevé les parents de Svetlana. Ici, ils faisaient sécher leurs slips. Dans cette porcherie, tout le confort d'un campement militaire. Là, leurs oreillers, qu'ils volaient dans des maisons alentours. Là, il y a encore un de leurs lits. Regardez. Il est parti tellement vite qu'il a oublié son uniforme. Mais aussi une cuisine, tous les bocaux n'ont pas été consommés, une salle de bain avec sa douche et son savon, et même une salle de sport assez rustique. Ici, les Russes sont restés environ 6 mois. Voilà, campement militaire évidemment général de fortune, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, s'installer dans une porcherie, déjà, si vous voulez, moi je me mets à la tête des officiers qui ont installé leurs hommes dans une porcherie. Enfin, je veux dire, ça paraît, vu de notre place, incroyable. Ouais. Voilà. Donc il y a tellement de moyens de faire autrement, en étant un peu bricoleur, et s'installer, je dirais, décemment et rapidement et décemment, que c'est assez indicatif. Et je revoyais les images qu'on a vues là, de la reddition avant. Au premier plan, on voit une armée ukrainienne, une infanterie ukrainienne qui est bien équipée, ça a l'air costaud, ça a l'air cohérent. Ils sont dans des tenues uniformes, ils ont l'air assez bien dotés en armement, en équipement, ça inspire le respect.